Premièrement, je voudrais remercier évidemment le foyer rural, la municipalité qui nous accueille dans la belle salle, toute neuve. Je vais faire une présentation très courte parce qu'il se trouve que je ne connais pas bien Ange Paumont, et c'est la première fois qu'on se voit. On a toujours travaillé par mail. On a beaucoup échangé, mais on s'est... C'est une curiosité de l'édition, c'est que maintenant on peut faire les choses de loin. Ange Paumont est professeur agrégé de Corse. Oui. Professeur dans un collège. Agrégé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le fond à la fois la littérature française et la littérature corse. Le programme est copieux, je pense. Ah oui. La thèse qu'il présente aujourd'hui est une thèse, c'est un livre, c'est le livre est le produit de sa thèse. Ça fera date, très certainement, parce que vous avez là un ouvrage, c'est une anthologie critique de la littérature d'expression corse, c'est-à-dire que vous avez un avis sur un certain nombre de mouvements, d'auteurs, etc. Et on se rend compte là que nous avons une vraie littérature. Je sais que la question s'était posée beaucoup sur les réseaux, savoir si la littérature existait ou pas, laquelle, comment, etc. Il y a énormément de débats là-dessus. Ici, vous avez un recueil extraordinaire de ce qu'elle est réellement, avec quelqu'un qui a plongé dans le cœur des textes. Oui. Et voilà, donc je pense que c'est la présentation. Hein. En fait, le livre est arrivé la semaine dernière. Donc c'est tout neuf, c'est tout beau, et j'espère que ça ira, ça servira en fait. Ce sont des livres qui sont destinés à servir. Je le remercie donc d'être là, et puis je lui laisse évidemment la parole. Merci beaucoup. Pour une conférence. Très bien, donc merci à Bernard pour son introduction, merci à tous de votre présence. Alors moi aussi, même si ça a été dit, je vais le répéter, je remercie le foyer rural de Bocognano pour l'invitation, la municipalité qui nous accueille et bien sûr les éditions Albiane, chez qui je publie donc mon tout premier ouvrage intitulé « La littérature d'expression corse entre tradition, politique et modernité », qui sont un petit peu peut-être les trois grands axes principaux à travers lesquels on peut appréhender l'ensemble de cette littérature. Alors je vais d'abord tâcher de vous préciser la nature de cette intervention qui va se dérouler en 2 temps. Donc fondamentalement, je pense que vous l'aurez tous bien compris, il s'agit de présenter un ouvrage. Donc dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire en particulier sur ce sujet-là, quels ont été mes objectifs et quelles ont été les modalités de ma démarche scientifique, étant donné qu'il s'agit, comme l'a dit Bernard, d'une thèse à l'origine, d'une thèse universitaire, mais sans rentrer dans des considérations exagérément scientifiques bien sûr, et exagérément techniques. Dans un second temps, pour mieux nous connecter cette fois avec l'intitulé de cette prise de parole qui est « Le Corse, langue de création », on va explorer ensemble les différentes périodes et les différentes phases d'évolution de notre littérature de langue corse, depuis son apparition en 1702, très précisément, jusqu'à l'émancipation créative que l'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment de façon très générale, puisque le terrain est très très vaste. Donc une deuxième partie plus spécialement, disons, vulgarisatrice et pédagogique, sachant que justement l'un des grands objectifs de cet ouvrage, c'est bien précisément de faire connaître un objet malheureusement méconnu auprès du plus grand nombre. Donc on aura 2 parties bien distinctes, mais néanmoins interconnectées. Alors j'en viens à la genèse de mon projet. Pourquoi ce travail spécifique sur la littérature de langue corse? Alors première chose bien évidente, tout d'abord c'est une passion, sinon on ne fait pas une thèse sur un sujet qui ne nous intéresse pas, c'est plus qu'une évidence. Parmi on va dire les éléments moteurs qui m'ont poussé à travailler sur ce terrain-là, au départ, il y a notamment un constat personnel que la littérature corse était méconnue et parfois un petit peu caricaturée dans la vision qu'on pouvait en avoir, y compris au niveau de la société corse finalement. Alors j'ai fait plusieurs constats. Alors premier constat que j'ai pu faire, je me suis aperçu que parfois cette littérature était assimilée par l'opinion publique à une forme de provincialisme, c'est-à-dire à une littérature passéiste, dialectale, nostalgique
d'un âge d'or agro-pastoral perdu, c'est-à-dire également et finalement une littérature peu capable de modernité. Donc ça, c'est un premier constat que j'ai fait et qui m'a semblé réducteur. De la même façon, il n'est pas rare de voir cette littérature réduite à une pratique politique, militante, voire propagandaire, dans le droit fil des idéologies corsistes, régionalistes, autonomistes, nationalistes, etc., selon les périodes. Donc là encore, c'est une vision qui m'a semblé insuffisante. Alors bien évidemment, si l'on parle par exemple du Riacuicht des années 70 et 80, il est certain que les contenus littéraires vont se politiser sous le poids de l'idéologie. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que toute la littérature corse est une littérature politique? Ça me semble difficile. De la même façon, est-ce qu'on peut dire que toute la littérature corse relève d'un provincialisme littéraire? Là encore, j'ai quelques doutes là-dessus. Donc, c'est ici un point important. Autre généralisation que l'on peut parfois entendre, cette fois chez les spécialistes, on a l'habitude de situer le point de bascule vers une littérature de création à partir des années 90, voire 70, selon les cas. Alors certes, pour des raisons pédagogiques, j'ai opté dans ce travail moi-même pour une division bipartite entre littérature pionnière et littérature contemporaine, mais sans perdre de vue que certains projets éloignés dans le temps pouvaient parfois recéler une part parfois inattendue de modernité. Alors certes, une modernité parfois anachronique au regard de ce que Pascal Casanova appelle le présent littéraire mondial, mais c'est un phénomène de décalage qui est un petit peu le propre des littératures dites périphériques qui construisent leur modernité, disons à leur propre vitesse. De la même façon, il existe encore des productions traditionnalistes ou engagées aujourd'hui. D'où l'intérêt, pour ne pas tomber dans la généralisation et finalement la caricature, d'adopter une approche complexe et individualisée. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire à travers ce travail. Alors on va s'intéresser maintenant à la nature même de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est, Donc celui-ci peut être compris comme une sorte d'histoire littéraire corse, très classiquement chronologique, ou plus exactement diachronique, dans la mesure où il est question d'un objet dont on étudie les évolutions et les progrès, finalement, au fil du temps. Donc c'est un travail de synthèse, une étude globale qui, selon moi, et bien modestement, n'existait pas encore dans le giron des études corses. Alors évidemment, on a un certain nombre d'articles qui sont parfois de très bonne qualité, sur des auteurs, sur des œuvres, plus rarement sur des périodes, mais on n'avait pas cette synthèse sur la globalité. Donc moi j'ai voulu en quelque sorte combler ce manque à travers mon travail et donc embrasser finalement l'ensemble de la littérature d'expression corse, ce qui peut sembler un petit peu ambitieux, voire impossible, parce que le terrain est beaucoup plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. Donc il y a effectivement dans ce travail une dimension quantitative qui découle précisément de l'objectif patrimonial qui a été le mien. Alors je m'explique. Voilà, sans vouloir exagérer, sans vouloir me montrer grandiloquent, j'ai voulu rendre aux Corses un petit peu de ce patrimoine qui, à mon sens, est aussi le leur. Patrimoine malheureusement méconnu, tout en offrant donc à la filière études corse dont je relève un outil qui, donc à mon sens, était manquant. Alors malgré cette dimension quantitative, évidemment, j'ai opéré des choix puisque le corpus est quand même fourni. Et il n'y a pas tout dans ce travail, mais il y a en tout cas suffisamment pour se faire une idée relativement précise au plan quantitatif de l'état passé et actuel de la production corsophone. Donc pour aborder le plus correctement possible la littérature d'expression corse, j'ai finalement choisi de soumettre une alternative originale, allez, disons-le de cette façon-là, en introduisant la notion a priori presque contradictoire de modernité, parce que c'est vrai que lorsqu'on pense à la littérature corse, si on ne la connaît pas un petit peu, si on n'est pas un peu spécialiste, on ne va pas immédiatement penser à cette notion de modernité. Donc à travers cet ouvrage, j'analyse le processus historique d'autonomisation de la littérature corse, précisément à travers sa quête de modernité, construite dans le temps et que j'ai érigé ici en véritable fil conducteur de tout mon travail. Alors reste bien sûr à expliquer ce que j'entends par modernité. Alors pour le dire très rapidement et très simplement, la modernité c'est un concept qui induit l'idée de changement permanent et de valorisation de tout ce qui est nouveau et de tout ce qui est considéré comme original. En sens inverse, la modernité sous-entend la rupture par mise à distance ou par destruction pure et simple des formes dites traditionnelles.
Alors pour vous faire un exemple, le groupe des poètes corses exilés en Italie dans les années 20 et 30 va rompre de façon délibérée, certes respectueusement, avec la poésie traditionnaliste, également traditionnelle, qui était alors majoritaire. Donc la modernité, au final, c'est ce qui bouleverse l'ordre établi et ouvre des chemins d'expression nouveaux. Une idée corollaire que j'ai dû aborder est celle de l'universel ou de l'universalité, dont on parle beaucoup et souvent en littérature, mais qu'on peine parfois un petit peu à définir. Donc l'universalité, au sens où je l'entends dans mon ouvrage, c'est la faculté qu'a une œuvre, un auteur, un groupe, parfois une période, de se dégager de tous les conditionnements d'écriture, que ceci soit d'ordre social, politique ou autre. Rappelons que le fondement même de l'acte littéraire, c'est précisément l'idée de liberté du créateur. C'est un peu le fameux génie romantique, le fameux démiurge. Cela sans avoir à être entravé par des prérequis ou des déterminismes qui ne seraient pas littéraires, mais au contraire extra-littéraires. Donc l'auteur, c'est quand même celui qui écrit en étant libre d'écrire ce qu'il souhaite écrire, pour le dire vraiment de façon très basique. Une œuvre universelle, c'est aussi une œuvre qui est susceptible, justement parce qu'elle n'est pas entravée, de convoquer les grands mécanismes de l'humain au sens large, qui sont par nature reconnaissables et réassimilables par tous, quel que soit l'homme, quel que soit l'endroit d'où l'on se situe, finalement. Donc précisons que cette ouverture, bien évidemment, n'empêche pas l'enracinement dans une société donnée, pas plus que le sentiment d'appartenance ou même l'idée, a priori contradictoire, d'engagement. C'est le cas de certains de nos auteurs corses contemporains et parfois moins contemporains, qui conjuguent avec bonheur ces deux paradigmes faussement contradictoires, faussement opposés. Donc oui, le local et l'universel peuvent tout à fait converger, et je me suis appuyé notamment sur le célèbre aphorisme de Miguel Torga que j'ai transposé au domaine littéraire. L'universel, c'est le local moins les murs. Donc citation incontournable, mais qui correspond tout à fait à notre état d'esprit. Autre aspect fondamental de ce travail de recherche, l'approche plurielle ou croisée qui a été la mienne. Alors, certes, en décryptant les mécanismes de la modernité littéraire corse, je me suis appuyé dans une large mesure sur l'étude des œuvres. Donc, il y a beaucoup d'analyses de textes dans ce travail, peut-être trop, certains jugeront qu'il y en a trop. Comme l'a dit M. Biancaril, j'ai plongé dans le cœur des textes ou dans la chair du texte, comme l'avait écrit Paul Desanti dans sa thèse. Pour autant, la littérature n'est pas qu'une discipline fondée sur l'analyse des textes, ni une somme de productions écrites. On a des contraintes diverses qui pèsent sur les auteurs et sur les contenus. Contraintes d'ordre socio-historique, sociolinguistique dans le cas du corse, qui est une langue dont la reconnaissance fait encore plus ou moins défaut aujourd'hui, il faut bien le dire. Contraintes également de type institutionnel. Alors par institutionnel, je fais ici allusion aux différents canaux de valorisation sociale qui font tout simplement vivre la littérature au sein de l'espace public. Événements littéraires, presse spécialisée, critiques organisées, maisons d'édition, académies, prix consacrant, diffusion scolaire des œuvres, mais aussi écoles littéraires structurées, professionnalisation des auteurs, existence de classiques, etc., etc. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui, en domaine minoré, évidemment, est plus que problématique, puisque nos moyens sont beaucoup plus modestes, même si on fait de notre mieux. Et c'est bien pour cela que Jacques Thiers parle davantage de production littéraire plutôt que de littérature. C'est vrai que cet aspect-là, institutionnel, il fait un petit peu défaut. Autre donnée que j'ai eu à prendre en compte, qui est également le propre des littératures minorisées, c'est la dimension psychologique de l'écriture. C'est ce que l'essayiste québécoise Lise Gauvin nomme la surconscience linguistique. Alors tout d'abord, sans vouloir tomber dans la provocation, il est important de préciser que l'écrivain de langue minorisée n'est pas un écrivain exactement comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'il écrit en situation de diglossie, c'est-à-dire en situation de minoration à la fois linguistique, culturelle et enfin sociale. Écrire devient alors, consciemment ou non, un moyen de préservation, voire de sauvegarde, c'est-à-dire une sorte de mécanisme d'autodéfense. Évidemment, pas dans tous les cas, mais disons dans bien des cas. Et c'est ce qui s'est passé en littérature d'expression corse pendant quand même un certain temps. D'où l'existence de courants littéraires qui vont chanter l'utopie agropastorale, faire le culte de la langue ou encore se réfugier dans une sorte de narcissisme identitaire. Tout ceci, dans un certain nombre de cas, forcément au détriment de l'individualité de l'écrivain, puisque l'écrivain périphérique peut se voir attribuer malgré lui
ce rôle de porte-parole de sa communauté culturelle menacée, ce qui évidemment peut être très lourd à porter pour une seule personne. C'est donc un cadre qui n'est pas propice à l'épanouissement d'une littérature moderne, émancipée, qui ferait la part belle à l'imagination et à la création. Je n'oublie pas enfin, donc, autre aspect, l'aspect économique, le fameux impératif de rentabilité qui est susceptible lui aussi de peser sur nos écrivains. Que faire d'une littérature sans lecteur telle que la littérature corse, il faut le dire malheureusement. Comment la faire vivre alors que la société qui est la nôtre est une société de consommation et une société utilitariste? Je crois que la question mérite à tout le moins d'être posée. Donc pour résumer, j'en resterai là pour cette première partie théorique. J'ai réalisé un travail qui est à la fois une synthèse, une histoire de la littérature corse, mais aussi une étude pluridisciplinaire qui s'efforce d'appréhender son objet à travers chacune de ses dimensions, y compris la dimension sociale. Donc il y a un peu de tout dans ce travail. Il y a de l'histoire de la Corse, il y a de la sociolinguistique, il y a de la sociologie de l'institution. Voilà, on n'est pas que dans la textualité pure. On peut, je crois, maintenant passer à la deuxième partie de cet exposé. On va donc passer en revue ensemble les grandes étapes de la construction littéraire corse, ainsi que les stratégies déployées par les auteurs, stratégies en grande partie textuelles, pour s'affranchir des contraintes de la minoration et libérer progressivement leur créativité. Donc là encore, pour nous reconnecter à l'intitulé de cette prise de parole, le corse, langue de création. Évidemment, je l'ai dit, il s'agira d'un tour d'horizon. On ne va pas rentrer dans tous les détails, dans tous les projets. Il faudrait un cycle de conférences pour cela. Donc, première étape, comprise entre 1702 et 1896, est celle que j'ai appelée la littérarisation du dialecte. Par littérarisation, j'entends tout simplement mise à l'écrit. Première chose, pourquoi ce terme de dialecte ? Évidemment parce que le corse n'est pas encore à ce moment-là ce qu'on a appelé plus tard une langue par élaboration, mais un simple dialecte de l'italien, dans le cadre d'une société marquée par ce que l'on appelle la diglossie. Alors je rappelle ce qu'est la diglossie pour les non-spécialistes. C'est le phénomène de cohabitation entre deux langues à l'intérieur d'une même société, avec deux langues qui n'ont pas la même valeur sur le plan symbolique et sur le plan social. C'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer diglossie et bilinguisme. Si le concept de diglossie est apparu, c'est justement parce que le concept de bilinguisme n'était plus satisfaisant. Donc lorsqu'il y a diglossie, il y a généralement déséquilibre, avec une série d'oppositions assez claires. L'une des deux langues est officielle, l'autre non. L'une est écrite, l'autre est orale. L'une est la langue de l'instruction, l'autre est la langue des échanges du quotidien, etc. etc. Donc forcément, tout ceci va avoir certaines conséquences au niveau de l'écrit littéraire, ce qui nous intéresse davantage. En conséquence de cette situation de diglossie, la littérature corse pionnière va tout simplement renoncer, je dis bien renoncer, à se confronter au genre dit majeur et à la modernité naissante. Ce qui va la convaincre inversement et fatalement à se tourner vers les genres dits mineurs, poésie ludique, voire burlesque. On peut penser au Tercet de l'abbé Gouliel, qui est le tout premier écrivain corsophone connu. On a aussi beaucoup de littérature pastorale et on a aussi du théâtre, mais alors je précise du théâtre comique. Vous voyez, l'adjectif a son importance. Donc en fait, tout ce qui est jugé compatible au niveau de la littérature avec la condition, entre guillemets, inférieure du dialecte, selon la perception que l'on s'en fait de façon plus ou moins consciente. Autre élément d'analyse, on observe pour cette période vraiment pionnière, que l'écrit dialectal est cantonné à peu près exclusivement à la sphère agro-pastorale, l'exemple le plus connu étant le texte burlesque Userina do Iscapino, écrit par le magistrat bastiais Salvador Eviale, et qui est aussi le premier texte corse imprimé, je précise, de l'histoire. Alors, il s'agit d'un texte dont le protagoniste est un berger qui porte le nom d'un bouffon, ce qui est quand même Scapin, Scapino c'est Scapin évidemment, ce qui est tout sauf un hasard, à l'intérieur d'une œuvre écrite en italien. Donc on a là une sorte de parenthèse burlesque et ludique, et non tout à fait ce chef-d'œuvre de littérature qu'en a fait le Riacusto, même si lire Userina do Iscapino procure un plaisir incontestable. Mais on voit que le traitement littéraire qui est réservé au dialecte n'est pas tout à fait neutre non plus. On a aussi à ce moment-là la poésie de l'évêque de Corse Paul Mathieu della Foata qui s'inscrit dans cette logique de relativisation de soi ou d'infériorisation, on pourrait dire. Alors j'ai pris avec moi quelques fragments que j'ai traduits du corse, j'aurais pu les laisser tels quels, qui sont assez éloquents sur vraiment cette perception qu'ont les auteurs de leurs propres conditions.
Nous n'écrivons que des bagatelles. Noi scrivimo bagatidi. Nous n'aspirons ni à la gloire, ni aux faveurs. Les grands poèmes, laissons-les aux grands auteurs. Contentons-nous d'écrire pour les bouviers et les bergers, faisons rire aux muses aimées. Il plaît à tous de rire. Donc on a vraiment des auteurs qui nous mettent en garde. Attention, ce que vous allez lire, c'est pas particulièrement sérieux. Voyez. Donc ça, c'est symptomatique de l'esprit de l'époque. Notons que le dramaturge bastien Pierre Lucian a dit Batellabesca, certes dramaturge comique, constitue une sorte d'exception à l'intérieur de cette période, puisqu'il est le premier à ouvrir la littérature corse à l'espace urbain, mais aussi, on le sait moins, à remettre en question certains aspects du paradigme traditionnel, notamment, je pense à la condition des femmes au sein du système patriarcal. Donc on voit déjà à ce stade que, même si c'est de façon extrêmement ténue, la notion de modernité n'est pas tout à fait absente non plus. Donc c'est pour ça que prudence. Lorsqu'on analyse la littérature corse, il faut beaucoup de recul et beaucoup de prudence. Alors on va passer à présent à la période fondatrice à travers laquelle va véritablement s'élaborer la dimension littéraire du Corse, ce que Roman Jacobson a appelé la littérarité. Il s'agit de la période que j'ai appelée pré-Riacuiste, alors j'explique pourquoi je n'ai pas repris le nom de Primo Riacuiste qui avait été avancé par Jean-Guy Talamogne, mais bon, ce n'est qu'un détail, disons. C'est une période qui est située entre 1896 et 1945, donc pour nous resituer au niveau chronologique. Sur un plan littéraire, mais aussi sociolinguistique, le pré-Riacuiste constitue une sorte d'alternative aux deux diglossies, corse-italien, corse-français. Donc en réaction à ces deux paradigmes qui sont, on l'a compris, hiérarchisants, eh bien on a finalement notre conscience linguistique corse qui va se réveiller sur fond de nationalisme romantique à l'échelle européenne, ce qui n'empêche absolument pas une certaine hétérogénéité chez nos auteurs corses, puisque toutes les sensibilités politiques sont représentées chez eux. On a des auteurs qui sont régionalistes, des auteurs qui sont anarchistes, je pense à Dalced, on a des auteurs qui sont républicains, on a des auteurs qui sont irrédentistes, bref, finalement le dénominateur commun à tout ça, c'est l'écriture en corse. On assiste alors non seulement à la poursuite du processus quantitatif d'accumulation des œuvres, ce que l'on appelle le capital symbolique, mais aussi à la mise en exergue, cette fois qualitative, des potentialités littéraires du dialecte, qui entre enfin et pour la première fois dans la lumière. Donc sociolinguistiquement parlant, on a en fait un glissement du dialecte vers la langue, puisque le dialecte va se mettre à investir des domaines d'usage qui théoriquement ne sont pas les siens. Le pré-Riacuiste, c'est donc la période décisive qui va amorcer le processus d'élaboration et de modernisation de l'écrit corse. Sur le plan de l'historicité, il faut rappeler que c'est le geste symbolique de celui qu'on a appelé le père fondateur, Santo Gazzanova, qui est le rédacteur en chef de la revue Adramontana, qui va faire sauter les verrous psychologiques autour de l'écriture dialectale. Alors de quelle manière? Tout simplement, notre Santo Gazzanova, peut-être il n'avait pas imaginé l'ampleur de ce geste-là, mais il va se mettre, sans faire de proclamation particulière, tout simplement à refuser les écrits en italien. Donc on peut dire que la littérature corse va naître de ce geste-là, subversif, et qui va être lourd de conséquences positives. Donc en investissant un support jusque-là réservé aux langues dites hautes, le dialecte transgresse la traditionnelle répartition fonctionnelle des langues, et c'est la diglossie qui s'en trouve bouleversée ou en tout cas neutralisée. Un autre jalon essentiel est posé avec l'anthologie poétique Agispre, 1914, qui invoque l'édification d'une littérature écrite d'expression corse dans le sillage du prestigieux Félibrige occitan, qui constitue une sorte de modèle, tout en assumant des positions beaucoup plus tranchées sur le plan politique. Sur le plan littéraire, et c'est là ce qui nous intéresse davantage, Agispre va vraiment poser la nécessité de construire l'excellence littéraire du Corse. On peut dire que c'est un appel certains ont parlé de coup de clairon, qui va être relativement entendu. Les décennies 20 et 30 sont ensuite dominées par deux nouvelles revues, Amouvra et L'Anno Gursu, qui jouent un rôle crucial dans le processus de modernisation enclenché, malgré de lourdes dissensions idéologiques. Alors, sans s'apesantir là-dessus, Amouvra est corsiste et a certains collaborateurs proches de l'irrédentisme, tandis que L'Anno Gursu est cyrénéiste, c'est-à-dire régionaliste et républicaine. Donc évidemment, il va y avoir entre ces deux courants quelques frictions. Mais en revanche, beaucoup de nouveautés qui vont être apportées sur le plan littéraire. Et là encore, c'est ce qui nous intéresse ici.
Traduction en corse des grandes œuvres classiques, introduction de formes poétiques savantes, théâtre de mœurs, on peut citer le théâtre de Gianetto Nodini ou Teatro di Amouvre, apparition pour la première fois de la nouvelle chez l'abbé Carlotti, sans oublier la mise en route d'un embryon d'institutions littéraires. Je pense notamment aux manifestations poétiques annuelles qui étaient organisées par les deux revues, et en particulier les merendelles de l'Amouvre. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez, sur la couverture, autour. Hein, c'est une image d'une de ces merendelles qui réunissait les poètes corses l'été, généralement à la fraîche, comme on dit, entre guillemets. Hein. Et voilà. Et j'oublie pas, parmi les apports de ces deux revues et de tous ces auteurs, je n'oublie pas l'importance aussi de la maison d'édition corsiste Ashtampari di Amouvre, qui va permettre à bien des projets finalement de voir le jour. Donc malgré les déboires politiques, on a un bilan littéraire qui est tout sauf négatif, et on peut au contraire parler d'abondance. Malgré cette abondance, on a quand même une sorte d'ambiguïté de fond, presque philosophique, au sein de ce prériacuiști, qui semble se partager entre modernité ou quête de modernité et paradoxalement traditionnalisme. Donc je vais m'intéresser d'abord à ce deuxième aspect, à cette littérature de la tradition qui va en quelque sorte s'enraciner à ce moment-là et qui va faire école, qui va faire florès en littérature corse, puisque c'est une tendance qui va, pendant des décennies, c'est vrai, perdurer. Hein. Alors d'un point de vue strictement formel, on constate à ce moment-là la prépondérance très significative de la poésie sur la prose. Alors pourquoi significative? Parce que l'oralité traditionnelle est évidemment poétique. Tous nos tiami rispondi, toutes nos padiers, la forme massivement est poétique bien sûr. Donc on a ce trait qui va naturellement se voir transposé à l'écrit. On constate également l'importance de la veine passéiste ou nostalgique et le manque d'ironie critique, voire simplement de détachement des auteurs vis-à-vis de leur propre communauté. Pour être plus clair, le regard posé sur cette Corse de la tradition reste un regard largement complaisant, car beaucoup trop vertueux. À l'évidence, il manque une contrepartie que l'on attend et qui ne vient pas forcément. Ce qui nous renvoie sans aucun doute au concept d'oraliture, théorisé par le chercheur occitan Philippe Gardy. Alors, qu'est-ce que l'oraliture ? C'est une forme spécifique de littérature qui fait l'éloge appuyé de la vie passée, sans remettre aucunement en question les lois hiérarchiques de la diglossie. Alors pourquoi est-ce que la logique diglossique est respectée dans ce type de littérature? Je vais tâcher de l'expliquer simplement. Puisque l'expression vernaculaire ne peut relever que de la sphère orale, eh bien que va faire l'écrit? L'écrit va recréer tout simplement l'illusion de cette société orale perdue. Mais c'est une illusion, puisque ce qui est perdu est perdu. Hein. Donc on voit que la diglossie n'est absolument pas bouleversée. On a donc une littérature qui s'inscrit hors du temps et qui se pose d'emblée des interdits, notamment en termes de création et d'inscription dans la modernité, ce qui n'enlève rien à la qualité de certaines pièces, hein, je tiens quand même à le dire. Alors si le traditionnalisme se taille la part du lion, la modernité, bien sûr, n'est pas absente de notre prériacuiști. Je parlais tout à l'heure des poètes exilés en Italie et connus sous le nom de poètes irrédentistes, dont le chef de file, Anton Francesco Vilippini, est généralement considéré comme l'un des meilleurs, sinon le tout meilleur poète corse de l'histoire. Alors pour aller vite, il s'agit d'une poésie lyrique, élitiste et universelle qui s'inspire largement des modèles italiens de l'époque. Sur le plan stylistique, on observe chez ces poètes la présence du vers libre, ce qui constitue une rupture historique avec la versification corse traditionnelle, les fameux sisains d'octosyllabes, qui étaient largement dominants, y compris à l'écrit. Au rayon des projets novateurs de ces années 20 et 30, on est obligé de citer évidemment le célèbre Pêche en Guide, qui est de Sébastien d'Alcedo, qui est notre tout premier roman de langue corse. Alors publié en 1930, ce roman représente une étape évidemment fondamentale de notre processus de construction littéraire. Alors certes, il s'agit d'un roman populaire, d'envergure modeste, mais qui présente une originalité redoutable à travers sa langue, qui est une langue bariolée, presque métissée, et qui constitue finalement la grande originalité de ce roman, par-delà son statut même de roman, puisque avant lui, le roman n'existe pas. On a un plurilinguisme qui s'avère en tout point cohérent, dans la mesure où il va refléter le plus fidèlement possible le parler bastien de l'époque, qui résulte lui-même de la position de carrefour méditerranéen de la cité nordiste. La diglossie, et plus largement l'éclatement linguistique, se voit donc fonctionnalisée, c'est-à-dire mise au service du projet littéraire de l'auteur, qui aspire également à donner à l'ensemble une certaine couleur pittoresque. C'est vrai que ce contact des langues, c'est l'un des moteurs du rire au corse. Autour de Pierre Ciauatti, directeur de la revue, se réunissent la plupart des corsistes et cyrénéistes d'hier.
Habilement apolitique, Chawat scelle ainsi la réconciliation des anciens rivaux autour d'une seule et unique bannière, celle de la langue corse. Donc on a en quelque sorte mis de côté les vieilles rivalités qui étaient des rivalités d'ordre politique, mais qui pouvaient être aussi des querelles d'ego pour une cause que finalement on a jugée supérieure. Heureusement, j'ai envie de dire. Sur le plan du contenu, ça c'est une précision qui est assez importante, Umuntes défend le purisme linguistique. La revue rejette toute idée de corruption du corse et s'emploie à préserver les termes réputés anciens, mais aussi les savoir-faire ancestraux traditionnels. La volonté de préservation linguistique et ethnographique, alors par ethnographie j'entends description minutieuse des pratiques culturelles, apparaît ainsi comme la pierre angulaire de tout le projet porté par Umuntes et par la littérature, ou plus exactement l'ethnolittérature qui s'ensuit. De façon très significative, le récit en prose se développe, en partie au détriment de la poésie, mais ça n'est pas le fruit du hasard, parce qu'évidemment la prose va va servir de support pour ces grandes descriptions ethnographiques, ces longues descriptions des savoir-faire que l'on veut véritablement sauvegarder. On a 3 ouvrages ici qui se détachent, Rigordi, le bien nommé Rigordi, d'Ignace Colombani, Ubane Asimo de Joseph-Marie Bonavida et Pege Gruda d'Antoine Trojani. Il s'agit là de vrais faux romans du souvenir d'enfance, sans trame romanesque véritable, et contextualisés dans la Corse villageoise du début du XXe siècle, comme peut-être pour oublier le présent. Donc ça c'est très significatif finalement de renoncer au présent et de s'ancrer dans un passé que l'on va bien évidemment idéaliser. Donc ces ouvrages empreints de nostalgie ont également en commun la volonté de démontrer l'exemplarité et la supériorité morale du groupe sur l'individu au point de rendre caduque la notion de héros. Donc, il n'y a pas à proprement parler de héros dans ces romans, il y a surtout la communauté qui est nécessairement vertueuse et dont on présente un petit peu le génie propre en quelque sorte. La langue de ces récits, à la fois riche et poétique, donnera pourtant à la littérature corse quelques-unes de ces pages d'anthologie. Donc lorsque je porte un regard critique, ça n'est pas pour dénigrer évidemment cette littérature qui est un trésor de notre patrimoine. Je tiens quand même à lever l'ambiguïté. Mais il est vrai que la littérature du maintien reste avant tout une littérature de témoignage et de sauvegarde d'un passé que l'on s'obstine à présenter comme un âge d'or. Donc il est certain qu'une telle posture, certes respectable, n'est pas de nature, donc pour nous connecter avec notre fil rouge de modernité ou de construction de la modernité, c'est une posture qui n'est pas de nature à favoriser l'inscription dans le temps présent et donc à susciter le neuf ou la nouveauté en littérature. Alors que la situation semble être dans l'impasse, les années 70 et 80 voient apparaître le Riacuiști, qui vient remettre la culture corse de façon quelque peu inespérée, voire miraculeuse, au premier plan. Je dis miraculeuse parce que précisément, on a coutume de parler de miracolo di Usettant, l'expression est de Fernand et Ettori, donc un véritable miracle, on va essayer de voir pourquoi. Intéressons-nous d'abord à l'étymologie. Le terme Riacuiști, c'est un néologisme qui est inventé par Renato Gotti au début des années 70 et qui désigne le phénomène symbolique de réappropriation, donc ce que veut dire le mot Riacuiști, une réappropriation de la langue et de l'identité culturelle corse. On le confond parfois avec le nationalisme qui émerge, ou plutôt qui renaît avec les années 70. En réalité, il s'agit du pendant culturel, littéraire aussi, forcément politisé, incontestablement, au nationalisme corse de l'époque. Alors le Riacuiști, c'est assurément un phénomène pluriel, qui ne se limite pas à la littérature, et qui prétend embrasser finalement tous les aspects de la culture. Alors quelques exemples donnés comme ça en vrac. Développement de la recherche universitaire, démystification et parfois, à contrario, mythification de l'histoire, premier pas de l'enseignement, théorisation et codification définitive de la langue corse, je pense au célèbre concept de langue polynomique que l'on doit à Jean-Baptiste Marcellesi, essor du chant polyphonique et engagé, développement de la poésie et du théâtre politique, je pense au groupe Teatro Baizano, etc., etc. Donc on a un phénomène extrêmement large, on a un phénomène qui est à la fois local, mais qui a des ramifications aussi nationales et internationales. Je rappelle que l'époque, ces années 60-70, c'est aussi l'époque du mai 68 français, des luttes décoloniales, de la contre-culture. C'est aussi l'époque de la pensée d'un Robert Laffont, l'occitaniste Robert Laffont, qui est un petit peu le porte-parole de tous les laissés-pour-compte du centralisme. Donc le Riacuiști, c'est à la fois un phénomène micro et macro.
Alors, quelques mots rapidement sur la revue poétique Rigir, fondée en 1974, qui va jouer un rôle clé dans le processus de définition du nouveau mouvement. Alors, dès le tout premier numéro, Rigir affiche ses intentions programmatiques qui, selon moi, se déclinent en 3 axes. J'ai identifié 3 axes, à tort ou à raison. Premier axe, on adhère sans ambiguïté au précepte militant du Riacuiste, donc un mouvement qui revendique son engagement de façon incontestable. On annonce ensuite la mise en œuvre d'un programme littéraire et culturel nouveau, c'est le concept d'India Dura, qui a été compris aujourd'hui, qui est passé dans la langue corse comme étant un synonyme d'engagement, mais qui, au moment où nos auteurs écrivent, donc nos auteurs qui sont Coti, Geronimi et Muri, qui sont les 3 fondateurs, qui a à ce moment-là plutôt le sens de programme. Alors certes, programme engagé, bien évidemment. Et enfin, à travers le précepte d'Indiena Dura, littéralement l'engendrement, on affirme la volonté de créer le neuf en littérature, mais tout en se refusant à couper le cordon ombilical de la tradition et de ses valeurs fondamentales, ce qui peut-être constitue une sorte de contradiction. Peut-être l'une des limites aussi créatives de ce riacuiste littéraire. Alors, intéressons-nous rapidement au cas de la poésie, qui est le véritable fleuron de la littérature des années 70-80. Parmi les thèmes clés de la poésie de l'époque, on retrouve bien sûr l'exaltation de l'identité corse et avec elle l'exaltation du nous communautaire. C'est une poésie du nous, davantage qu'une poésie du je, incontestablement. Signe que les temps ont changé, les nouveaux auteurs sont animés d'une foi presque inébranlable en l'avenir. Donc le Riacuiste est une philosophie optimiste, et là on a une rupture par rapport au fatalisme de la période antérieure. Le lieu corse, la plupart du temps montagnard, est bien sûr idéalisé, et la montagne est perçue précisément comme le berceau de la civilisation corse. Donc on a beaucoup de poésie qui chante la montagne corse. On en connaît aussi des chansons, puisqu'on a un lien très fort entre poésie et chant, on le sait. Citons aussi, entre autres thèmes, le rapport fusionnel à la langue, la plongée au cœur de l'histoire tourmentée, ou encore la célébration des héros d'hier et d'aujourd'hui. Pour autant, on ne peut réduire la poésie d'alors au seul engagement. Donc là encore, une approche toujours prudente. On a, avec le Riacuiste, des nouveautés de forme et de fond qui sont à enregistrer. La généralisation du vers libre, certes un siècle après Rimbaud, mais on a vu que nos littératures périphériques avaient forcément cette dimension anachronique. L'inclination pour le métaphorisme ou le symbolisme, alors que la poésie traditionnelle est au contraire littérale. L'apparition d'une parole philosophique, mystique, intimiste, ésotérique ou même surréaliste. Alors là, on peut citer un certain nombre d'auteurs, notamment Coti ou Franchi, ou encore l'apparition de formes minimalistes. Je pense ici à Giacomo Biancarelli. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on a des écrivains qui pratiquent encore ce laïku japonais, par exemple, peut-être qu'ici, on a une inspiration, une source d'inspiration. Un mot enfin sur Jacques Thiers, qui est sans aucun doute le poète le plus surprenant, le plus iconoclaste de cette nouvelle génération, qui porte un regard critique sur le phénomène de survalorisation du traditionnel et promeut une identité urbaine, en l'occurrence la sienne, et ouverte au monde. Soit une voix originale et dissonante qui semble déjà annoncer la littérature des années 90 et 2000. Jacques Thiers, c'est également l'auteur du roman Avuntana d'Altea, qu'il écrit en 1989 et qui marque un tournant dans le processus de construction romanesque. Alors sur le plan de la forme, en lisant Avuntana d'Altea, on est frappé par la polyphonie narrative, la narration non linéaire, ce qu'on appelle narration fragmentaire ou narration en écho, ou encore le mélange des genres qui inscrivent le roman dans le sillage du modernisme, voire du postmodernisme contemporain, qui sont des esthétiques littéraires tout à fait modernes. L'utilisation de ces outils, pourtant, est loin de n'être que stylistique, donc ça n'est pas une démarche superficielle. L'auteur s'en sert pour souligner l'impossibilité de cerner le vrai à l'intérieur d'une société hypocrite minée par ses propres conventions. Ce qui permet à Thiers de s'interroger sur la corsitude stéréotypée ou le patriotisme aveugle qui conduisent selon lui à une impasse qu'il nomme fable d'identité, a vola identità. Alors sur ce concept, je vous renvoie à sa thèse publiée chez Albiana d'ailleurs, Papier d'identité, qui développe ce concept évidemment plus longuement. Donc là encore, on voit bien que notre Riacuiste ne peut pas être réduit à une simple littérature de propagande, puisqu'ici, par exemple, on a un auteur qui porte un regard éminemment critique sur sa propre communauté. Donc toujours cette complexité qui guide un petit peu nos pas. Ce qui nous conduit naturellement à la rupture des années 90, puis à la floraison des années 2000, qui incarne le basculement définitif vers la modernité. Alors quelques mots tout d'abord sur la littérature des années 90. Première observation que l'on peut faire,
on assiste à un véritable essor de la nouvelle qui devient le nouveau support emblématique des écrivains corses. Il faut saluer ici le rôle joué par le centre culturel de l'Université de Corse qui se mue à ce moment-là en véritable institution au service de la langue et de la littérature corse. Et on n'oublie évidemment pas les éditions Albiane. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc beaucoup de publications conjointes, CCU, Albiane. Donc on va s'intéresser maintenant aux éléments de rupture apportés par ces années 90. De façon inédite, les auteurs corses expriment leur volonté de mettre à nu, sans hypocrisie, le mal-être identitaire corse ou la crise de l'identité corse et les errements de la société insulaire contemporaine. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Le Riacuiști ferme les yeux sur tout ça, au contraire. À de rares exceptions près, on l'a vu. Le présent, mais aussi le passé, se voient alors pour la première fois démythifiés, la plupart du temps dans une langue fonctionnelle qui semble vouloir tourner la page du purisme. Donc on a à la fois une rupture de fond et une rupture de forme. L'écriture n'est plus une écriture puriste. Donc là aussi, c'est évidemment significatif. Certains auteurs, comme Pascal Ottavi, posent un regard social froid qui préfigure la vague de désenchantement des années 2000. Ottavi écorne ainsi le mythe de la société corse traditionnelle, la montrant dans sa cruauté, sa servilité ou tout simplement sa banalité. Je pense à une nouvelle de Pascal Ottavi, par exemple, qui présente le quotidien du berger corse de façon totalement banale, une banalité affligeante. Donc on est loin de la mythification du Riacuiști autour de la figure du berger, qui est un peu le parangon de l'âme corse. Donc, vous voyez, on passe vraiment d'un paradigme à un autre. Paul Desanti, écrivain iconoclaste et jubilatoire, désacralise par l'absurde le leitmotiv de l'exaltation nationale portée au nu par la génération précédente. Donc là aussi, rupture. Donc en fait, Paul Desanti, dans sa démarche, c'est ce qu'il considère comme absurde, il le représente de façon absurde. C'est aussi simple que ça, et ça constitue évidemment une rupture majeure. Chez le très irrévérencieux Jean-Marie Combe, il dit « Tout est bon pour critiquer la société corse contemporaine, mais aussi l'homme en général, parce qu'il y a une vraie soif d'universalisation chez nos écrivains. Violence, sexualité crue ou monstruosité fantastique sont monnaie courante dans ces textes. » Donc on voit qu'on a une littérature corse qui va quand même se diversifier. Autre axe majeur de ces années 90, la volonté de s'ouvrir à l'espace européen et tout particulièrement méditerranéen. Dans le cadre des programmes européens Interreg et sous l'impulsion du Centre culturel cortenay, des recueils corso-sardes, corso-siciliens ou corso-catalans voient le jour. Et je n'oublie pas les nombreux projets à ce moment-là qui relèvent du théâtre. Le dépassement des frontières géographico-culturelles, véritable pied de nez à l'enfermement diglossique, est aussi l'un des mots d'ordre de la revue littéraire Bonanoa. Donc évidemment, dépasser les frontières géographiques, les frontières culturelles, c'est un moyen de montrer que finalement on n'est pas si petit que ça. Je parlais de Bonanno à la revue, je pense à la rubrique d'ailleurs Sconfini, qui est une rubrique vraiment de franchissement des limites. Le mot Sconfini, si on regarde l'étymologie du mot, i gonfini, ce sont les confins, les frontières, et on a le préfixe S qui est privatif, donc c'est finalement annuler les frontières. Et c'est revendiquer que, bien là encore, on a beau être périphérique, finalement, on peut être universel aussi, et puis on peut fréquenter les autres réalités environnantes. En poésie, on constate un petit peu ce même phénomène d'ouverture à l'autre, qui se traduit par la mise à distance des notions d'identité, d'exaltation de soi ou encore d'engagement. Alors, pour faire simple, l'accent n'est plus mis sur l'homme corse, mais sur l'humain en général. Donc on a une poésie qui, de toute évidence, cherche là encore à s'universaliser. Et on arrive maintenant à la littérature des années 2000 et 2010, qui bien sûr scelle définitivement l'accès à la modernité pour notre littérature d'expression corse. Première observation au niveau des genres, on a bien sûr la nouvelle qui reste le ou l'un des supports privilégiés de nos écrivains corses, mais on assiste à une véritable floraison du roman qui a largement rattrapé son retard. Donc en quelques années, en très peu de temps, on a énormément de romans qui sont sortis, et si on observe le corpus, je propose justement ce corpus en annexe, dans le dernier annexe de mon ouvrage, on voit qu'on a une grande quantité de romans corses qui sortent à partir des années notamment 2010. Au niveau thématique, les évolutions entrevues au cours de la décennie précédente vont se préciser. On retrouve ainsi la prise en compte des réalités sociologiques contemporaines, donc on n'a plus une littérature qui est hors du temps, comme c'était le cas auparavant, on a une littérature qui est ancrée solidement dans le présent.
On retrouve la critique de la société insulaire ou encore le rejet à la fois de l'idéalisation passéiste et de l'obsession identitaire. Concernant la sacro-sainte tradition, elle apparaît plus que jamais comme un objet de réinvention littéraire et non plus ce patrimoine sacré qu'il faudrait à tout prix retransmettre tel quel. Si on prend l'exemple du Matsir, ou le personnage du Matsir, eh bien ce n'est plus ce porte-drapeau du peuple corse qu'il était par exemple dans le théâtre roubaïsan, c'est tout simplement une source d'inspiration qui permet aux auteurs corses, par exemple, d'explorer le registre du fantastique. Enfin, et peut-être surtout, c'est la notion de plaisir qui semble présider à l'écriture de nos auteurs. On a une certaine unanimité à ce niveau-là lorsqu'on interroge Jacques Thiers, lorsqu'on interroge Paul Desanti, perché scrivide, scrivo per piacere, j'écris pour le plaisir. Donc c'est devenu véritablement le moteur de nos écrivains. Il n'y a plus d'ambition, je dirais, supra-littéraire, ethnographique, nationale. On écrit tout simplement parce que c'est notre plaisir d'écrire en Corse. Donc là, on a quand même un changement assez significatif. Très logiquement, le désir d'ouverture dont on parlait pour les années 90 va s'amplifier à partir des années 2000. Alors l'ouverture, elle est tout d'abord géographique, avec un phénomène assez remarquable de délocalisation des scénarios. On a par exemple, dans un certain nombre de romans ou de nouvelles, des destinations parfois très exotiques, très inattendues. Donc on voyage beaucoup en littérature d'expression corse. Donc là encore, ça n'est pas du tout ce qu'on imagine. Or certes, les auteurs parlent aussi beaucoup de la Corse, mais on voyage énormément. Donc ça, c'est quand même symbolique. On a un paroxysme avec le roman de Ferral, et Fin tanto che l'erba crescerà, qui est un roman américain, avec des personnages américains, qui parlent de l'Amérique et qui est écrit en Corse. Voilà. Donc, sauf à parler d'imaginaire transposé, peut-être, sur certains thèmes, mais autrement, bien, c'est la preuve que finalement, on peut parler de tout en langue corse, donc on peut aussi s'évader à travers cette littérature. L'ouverture est aussi linguistique. Chez certains auteurs tels que Thiers ou Desanti, le corse côtoie non seulement le français pour créer un effet de réalisme ou faire naître le rire, mais également les grandes langues internationales. Donc d'une certaine façon, la position du corse est normalisée, puisque le corse est tout simplement placé aux côtés des autres grandes langues, sans proclamation, sans discours particulier. Donc au final, c'est quand même une forme d'engagement, qu'on le veuille ou non, parce que parfois on a pu se dire, oui, mais par rapport aux années 70-80, la littérature actuelle, souvent, elle est désengagée. Pas vraiment en réalité, puisque finalement, mettre le corse à égal niveau des grandes langues, normaliser sa position, je pense que c'est quand même un acte particulièrement engagé, particulièrement utile. Citons aussi la position radicale de Marco Biancarelli, qui valorise consciemment les gallicismes et les emprunts, par souci de fonctionnalité, pour refléter le réel, certes, en partie, mais aussi, il faut bien le dire, pour renvoyer dos à dos purisme linguistique et narcissisme identitaire. Et bien sûr, il est assez simple d'y voir un pied de nez au Riacuiste, puisque le Riacuiste est un courant majoritairement puriste. La langue de Biancarelli n'est pas une langue puriste, bien au contraire. Le rapport à l'identité, autrefois figé et conflictuel, évolue quant à lui plus que jamais vers une forme d'identité plurielle, humaniste et créative. Le poète Alain Di Meglio parle ainsi d'altérisation de l'identité, mais sans renier le moins du monde son attachement à ses racines bonifaciennes et bien sûr sa corsitude. Identité altérisée et enrichie en somme, et non altération identitaire. Donc là encore, il est important de le préciser, on n'a pas une littérature qui, par schizophrénie, tout à coup, voudrait absolument se renier. Donc il faut quand même le préciser là aussi. Un mot enfin sur ce groupe d'écrivains organisé autour de Marco Biancarelli et comptant dans ses rangs des figures telles que Jurek-Sec ici présent, Ferral ou encore Cesari dans un autre registre, un registre poétique. Donc on a ici un courant que j'ai appelé le disincanto à la suite d'Alain Di Meglio, c'est-à-dire le désenchantement. Alors la terminologie fait débat, on pourra peut-être en discuter. C'est un courant qui désacralise de façon assez brutale la Corse contemporaine. Là encore, on peut y voir une sorte d'antithèse du Riacuiste des années 70 et 80, qui était davantage un courant apologétique. La Corse décrite, par exemple, par Biancarelli, n'est plus, mais alors plus du tout, ce berceau de civilisation et d'humanité, mais au contraire une île minée par l'individualisme, la servilité ou l'intolérance. Le lieu corse, y compris montagnard, est décrit pour la première fois comme un espace d'isolement et même d'aliénation pour l'individu. Donc on voit bien que les confortables clichés qui sont les nôtres, les clichés romantiques, parfois les clichés nationalitaires, ici sont totalement pulvérisés, d'où pour le lecteur parfois un certain malaise, il faut bien le dire. On a
chez ces auteurs, et notamment chez Marcel, hein, une écriture qui est très sociale, qui porte un regard critique, notamment sur le capitalisme, le consumérisme ou le tourisme de masse. Donc c'est une littérature qui est totalement ancrée dans son temps et dans son lieu. Malgré la gravité, voire l'inquiétude sous-jacente, il y a bien dans cette littérature du Diesinkant une forte aspiration à la vie, symbolisée notamment par le rire et l'aspect jubilatoire de nombreux textes. Si je pense aux romans de Marco Biancarelli, ce sont des romans où on rit souvent. Alors certes, c'est de l'humour noir, certes, c'est un rire jaune, certes, le lecteur est en position d'inconfort, mais on n'est pas dans une littérature de la morbidité qui serait de toute façon condamnée à disparaître. Hein. On est bien face à une littérature de rupture et de création qui joue aujourd'hui un rôle fondamental au sein de la littérature corse. Donc nous voici arrivés enfin à l'heure du bilan. Tout d'abord, eh bien, je pense qu'on peut faire le constat de l'achèvement factuel de notre processus historique d'élaboration impulsé en son temps par le pionnier Santo Casanova. Donc la littérature corse est-elle arrivée au terme de son processus d'élaboration, de maturation? Assurément, je pense qu'on peut le dire. On observe avec satisfaction que cette littérature ne se définit plus aujourd'hui par la négation ou par l'opposition, qu'elle s'assume désormais comme une littérature de création à part entière et qu'elle investit sans complexe tout le répertoire de la modernité. Donc évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Malgré tout, et ça nous l'avons dit tout à l'heure, hein, on ne peut réduire la littérature, et à plus forte raison lorsqu'elle est minorisée, à la seule vérité du texte. En termes de force de frappe institutionnelle, et malgré le soutien actif de la collectivité, il est certain que la littérature corsophone, littérature sans lectorat, je précise et je reprécise malheureusement, n'a qu'une existence relative. Je crois que c'est Pascal Ottave qui parlait, concernant la force de frappe institutionnelle de la littérature corse, hein, d'une force de frappe équivalente à celle du tromblon. Donc malheureusement pas grand-chose. On se retrouve donc face à des œuvres qui sont parfois d'excellente qualité. Je pense à l'œuvre romanesque de Jacques Thiers, je pense aux nouvelles de Paul Desantes, je pense aussi aux œuvres de Marcel Jurek-Sec, mais des œuvres qui restent malheureusement largement méconnues à l'intérieur même de la société corse. C'est d'ailleurs cette situation, dans le fond un petit peu dramatique, qu'illustre Marco Biancarelli dans les pages finales de son roman Cinquantuno Pegasi, Astro Virtuali. L'astre virtuel en question n'étant rien moins que le roman de langue corse que le lecteur est en train de lire, c'est-à-dire un objet magnifique, rare, mais virtuel du fait de son inexistence sociale. Donc, et ça, je le reconnais volontiers, l'un des objectifs de mon livre, c'est précisément et modestement de contribuer à accroître la visibilité de cet objet très estimable en espérant des jours meilleurs. Hein. Donc c'est une thèse qui se présente de façon descriptive, mais qui en réalité cherche à faire vivre l'objet qu'elle décrit ou qu'elle prétend décrire. Donc un côté, disons, performatif. Donc j'espère que, très modestement, j'aurais pu apporter une petite contribution. Alors pour conclure, eh bien, des motifs d'espoir existent tout de même autour de cette littérature. Quelques exemples pêle-mêle, le phénomène d'ouverture à la Méditerranée et au monde, la fréquentation dynamique des autres, entre guillemets, marges culturelles, la modernisation des techniques d'écriture, l'augmentation des publications ou encore l'investissement récent de la sphère numérique. On a beaucoup notamment de néo-écrivains qui passent par ce vecteur important aujourd'hui qui est Internet, donc c'est évidemment un bon signe et c'est de bon augure. Donc il y a chez ces écrivains corses une réelle volonté d'exister et de s'inscrire dans le monde. Même si en domaine minoré, on le sait, on l'a vu, les réussites littéraires sont largement suspendues aux évolutions sociolinguistiques. Et de ce point de vue-là, on peut dire que tout reste encore à faire pour donner aux Corses et à sa littérature un statut susceptible de les protéger et pourquoi pas de les faire rayonner, espérons-le, et ce sera pour moi le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup.